Sans plus de préambule pompeux, allons tout de suite dans le contenu de l'émission. Dans quelques instants, nous commentons l'actualité politique avec les deux Fred, Bérard et Lapointe. Frédéric, bien sûr, dit tout au long. Nous allons également, dans cette émission, parler de politique canadienne et du congrès des conservateurs d'Erin O'Toole, le congrès virtuel. On en parle avec Farouk Karim un peu plus tard. Et aussi à l'émission, l'auteur Francis Boucher nous parle de cette suggestion des jeunes, cette proposition des jeunes caquistes d'instituer une liste uniforme d'ouvrages, de romans en lecture obligatoire là, pour les étudiants du secondaire dans les écoles du Québec. Donc, on y revient un peu plus tard, mais tout de suite, allons rejoindre celui qui est ancien candidat dans Maurice Richard et fondateur de la Ligue d'action civique, Frédéric Lapointe. Bonjour. Bonjour. Et chroniqueur au journal Métro, avocat, juriste, il débat avec Gilles Proulx régulièrement aussi. Frédéric Bérard, bonjour. Capitaine, non, capitaine. Où est-ce que c'est avec Gilles Proulx? J'ai un blanc de mémoire. C'est avec Denis Lévesque, ça, non? Oui, exactement, à TVA, oui. Ah, c'est ça, voilà. Bienvenue à vous deux. Allons, j'en parlais il y a une seconde, là, on va y revenir plus tard à l'émission, mais quand même, vous avez peut-être une idée là-dessus. Vous, Frédéric Bérard, vous, qui êtes un grand critique de la relation des caquistes avec les livres, en général, ou la relation qu'ils disent avoir ou que dit avoir le premier ministre, qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette proposition-là? On comprend que les caquistes, les jeunes caquistes veulent, à travers cette proposition, davantage là, que, je ne sais pas, susciter le goût de la lecture ou apprendre le français peut-être, mais davantage construire des référents communs, hein, que tout le monde puisse, à travers le fait d'avoir lu quelques grands ouvrages classiques, se retrouver au moins sur ces bases-là. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Je pensais que jeune caquiste, c'était un oxymore. Mais... Ben, ça a l'air que non. Ben oui, j'ai été surpris d'apprendre ça, jusqu'à ça existe. Mais bon, évidemment, j'ai pas été surpris maintenant qu'ils veulent imposer des lectures obligatoires. Tu sais, Marie Chapdelaine, là, on va être honnête, là, c'est vraiment plate comme lecture à base. Je pense pas qu'il y a grand-chose à sortir de ça. Marie Chapdelaine, bon, parce que c'est justement au cœur des... ça a été cité comme exemple possible et ça a tout de suite été critiqué par plusieurs. D'autres ont dit aussi, ben là, franchement, de toute façon, l'auteur était un Français, mais passons. Mais je sais pas, moi, l'espèce de moi, j'ai l'impression qu'ils veulent réagir un peu à ce qui s'est passé... à l'automne, hein, quand on disait que certains livres ne devraient pas être lus maintenant au Québec, d'être mis à l'index parce qu'ils comportent des mots, des expressions jugées offensantes. Là, ça, à la limite, c'est pratiquement un autre débat, là, en quelque sorte. Le reste, je trouve que la littérature québécoise et française est tellement vaste, est tellement large que d'en faire une liste, une nomenclature exhaustive, ça me semble un peu contre-productif. Alors, même si on y mettait « La Terre est une poubelle en feu », vous, ça vous convaincrait pas? Dont l'auteur est Frédéric Bérard. Non, inquiétez-vous pas, j'ai plus l'impression que les caquistes nous feraient lire du bas de côté à fond la caisse, qui ah, moi, ça y est, le chat sort du lac. Non, le chat sort du lac, non, il est pas encore rentré, il est gelé raide le lac, croyez-moi. Mais non, en fait, moi, j'aurais pas d'objection à ce que les gens lisent du bas de côté. Au contraire, je considère que c'est un auteur qui mérite d'être lu. Évidemment, je suis pas d'accord avec lui, mais ça, c'est une autre histoire. Pour le reste, je sais pas. Je trouve que l'opération est quand même délicate, surtout que c'est le même parti, j'ai pas dit gouvernement, j'ai dit parti, qui nous parle de protéger la liberté académique. Je sais que c'est surtout au niveau des études supérieures, mais la liberté académique, par définition, inclut nécessairement le choix des ouvrages à être lus et discutés. Et de ce fait-là, je dis pas que chaque prof devrait avoir cette liberté-là, mais de là à dresser une liste, je sais pas, je trouve ça nécessairement que cette liste-là va être très orientée là, par définition. Je ne pense pas que ce soit conforme au principe de liberté académique qui n'existe pas d'ailleurs qu'à l'université. Ben là, je ne sais pas si ce serait orienté, je ne sais pas qui ferait la liste, justement, mais Frédéric Lapointe, vous qui êtes dans le domaine de l'éducation, par ailleurs, qu'est-ce que ça vous dit, ça, l'idée d'une liste d'un certain nombre, à part sans doute parmi d'autres ouvrages, mais parmi ces ouvrages-là qu'on ferait lire aux jeunes, il y aurait certaines obligations instaurées dans le but de créer une espèce de terrain commun là, où on peut discuter au moins à partir de références communes. Oui, dans le domaine, il y a toujours une opposition entre un point de vue très pédagogique
qui valorise l'intérêt de l'enfant, les goûts de l'enfant, et de l'autre côté, la fonction culturelle de l'école qui cherche à former le jeune pour qu'il puisse s'insérer dans la société et que cette société même existe au-delà d'une collection d'individus là, possédant des droits et des libertés. C'est une vision passablement réductrice de ce qu'est une société, un peuple, une nation. Et donc, que l'école ait pour fonction de fournir des choses communes, il y a une telle chose qu'un programme, il y a une telle chose qu'un contenu. Si vous vous élevez en secondaire 3 pour dire non, c'est mathématique, je ne veux pas qu'elles me soient enseignées parce qu'elles ont été créées par un homme blanc du 18e siècle, vous allez vous faire répondre, ce n'est pas vous qui choisissez. Donc, en matière de littérature, qu'il y ait une ou deux œuvres communes à l'ensemble d'une génération, 2 sur les 25 romans ou œuvres qu'ils vont lire, ce que ça fait, c'est que ça crée au moins une expérience commune à l'école, mais là, on parle d'une dizaine, langage, on parle d'une dizaine d'œuvres. Arrière-plan culturel, social, et si en plus c'est associé au vécu du territoire sur lequel on vit, ça a une utilité, je dirais, historique. Alors, qui crée parce qu'on parle d'une dizaine d'ouvrages, Frédéric Lapointe, qui fait cette liste? Un obscur fonctionnaire du ministère de l'Éducation? Comment ça fonctionnerait? Comment on pourrait mettre ça en pratique, d'après vous? Pour vrai, le processus, et même l'œuvre n'est pas, de mon point de vue, aussi important que l'idée qu'elle soit commune. Et on pourrait en changer aux 5 ans. On pourrait constituer une liste et tirer au hasard. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait de la politique là-dedans. D'ailleurs, tous les traits caricaturaux de certains chroniqueurs, dont mon collègue Frédéric Bérard ici, me semblent bien inutiles parce qu'il ne s'agit pas de verser dans des régimes d'endoctrinement comme les Chinois avec les Ouïghours, là. Il s'agit simplement de donner un univers commun à des gens qui ne sont pas qu'une collection d'individus bénéficiant de droits et libertés, mais des gens qui doivent pouvoir se retrouver à partir de références communes, délibérer et décider de leur avenir. Frédéric Bérard, êtes-vous sensible à ça, le fait qu'on vous dépeigne comme étant un caricaturiste qui veut dire, ça y est, voici la ceinture fléchée, la tourtière, puis on n'en sortira plus, et ça va être nationaliste? J'ai déjà entendu de bien pires insultes, mais pas de gens meilleurs que Lapointe, évidemment, vous l'avez compris. C'est la caricature. Moi, tout ce que j'ai dit, j'en fais pas une obsession. Là, j'ai fait un tweet, là, ce qui a évidemment amené le bureau du premier ministre à venir me donner une paire de tapes sur la gueule, mais ce que j'ai dit... Physiquement, vous voulez dire? Non. Pardon? Métaphoriquement, vous voulez dire, sans doute. Oui, je suis certain que ça leur plairait quand même au sens propre du terme, mais ça, c'est une autre histoire. Mais tout ça pour dire que tout ce que j'ai dit, c'est que vous ne pouvez pas défendre, vous voulez pas proposer de vouloir défendre la liberté académique et en même temps imposer une liste. Moi, je m'en fous, en fait, un peu, en quelque sorte. Je trouve juste que c'est quand même un paradoxe assez intéressant à soulever. Mais une fois qu'on a dit ça, oui, il y a quand même un certain indice de mauvaise foi ici, n'est-ce pas? Parce que le ministère de l'Éducation édicte toutes sortes de choses de toute façon. On n'est pas du tout... c'est pas la liberté totale. On n'est pas dans des cours de macramé pour un puis de cuisine pour l'autre. Ce que j'ai dit. La seule chose que je dis, c'est que si en même temps que tu défends la liberté académique, tu vas imposer une liste de lecture qui répond à un mouvement qui t'a emmerdé cet automne, il y a nécessairement un paradoxe. C'est tout ce que je voulais dire. Bon, maintenant, d'un point de vue plus concret, c'est beau ça de dire comme Lapointe, on veut avoir des œuvres communes. Ouais, ok, je comprends bien là, mais faites-la l'œuvre commune, mais vous allez mettre quoi dedans? Je vous en donne 5 là. Qu'est-ce que vous allez mettre? On invite nos auditeurs à nous envoyer des courriels pour nous dire ça, puis on en discute la semaine prochaine. Passons à un autre sujet. Cette semaine, nous avons eu 2 occasions de traiter à nouveau de racisme, de discrimination, d'exclusion. Le cas de Madame Jocelyne Ottawa, mal reçue, semble-t-il. Elle a été mal reçue ou elle s'est sentie mal reçue. Le choix des mots est peut-être important ici au CLSC de Joliette. Je n'en sais rien, je ne présume de rien, mais toujours est-il qu'on lui aurait suggéré de chanter une chanson en Atikamekw. On aurait évoqué le cas Échakwan avec elle. Tout ça est un peu malaisant, confondant pour dire le moins. Toujours est-il qu'on n'aura jamais
j'ai vraiment su de quoi on parlait puisque les 2 infirmières concernées ont été manu militari, expulsées, mises à la porte, bref. Et leur syndicat, aujourd'hui, se manifeste en disant, attendez un peu, là, c'était une décision politique. Les femmes en question les infirmières n'avaient pas du tout l'intention de se comporter de façon raciste et on apprend qu'elles s'exprimeront, elles sont très ébranlées, mais elles s'exprimeront lundi ou mardi, semble-t-il. Frédéric Lapointe, est-ce qu'on est dans une espèce de sauf qui peut, mais on peut toujours utiliser l'autre mot si vous voulez, de démonstration de vertu ici? On a craint la tempête et on a agi peut-être trop rapidement. Est-ce qu'on aurait pu se poser la question du contexte davantage? Ah oui, nettement. D'ailleurs, je pense que certains partis commencent déjà à se mordre les lèvres d'avoir pris résolution unanime sur un sujet pour lequel ils n'avaient pas entendu toutes les facettes. Ça aura eu ce scandale, si on veut, valeur de sensibilisation des employés dans le secteur public, et je suis prêt à convenir que plusieurs en ont besoin, mais je pense que tout un chacun doit prendre un pas de recul et se dire, d'une part, l'Assemblée nationale condamner des individus sur des choses de la sorte, il me semble que ce n'est pas la fonction d'une assemblée élue représentative et législative. Puis deuxièmement, on va se rendre compte que les syndicats ont encore un rôle. Là, on se plaint souvent qu'ils sont des empêcheurs de tourner en rond, qu'ils coûtent cher ou toutes sortes de choses. Là, on va peut-être se féliciter du fait que, comme ils sont indépendants, ils sont financés avec une formule rente, ils peuvent avoir l'audace de défendre 2 personnes qui sont condamnées d'avance par la foule. À l'autel d'une cause extrêmement délicate et vertueuse en apparence. Frédéric Bérard, pensez-vous que vous qui êtes avocat, qui êtes sans doute un amant des procès justes et équitables et de la présomption d'innocence, trouvez-vous que on a les éléments de contexte ici? Je comprends que ma question commande une réponse, mais vous pouvez me dire qu'au contraire, vous trouvez que c'est formidable? 2 choses. Là-dessus, moi, je suis d'accord avec Fred, dans le sens où et j'ai dit la même chose dans le cas de Lieutenant Duval, je dis la même chose aujourd'hui, puis je vais dire la même chose dans chacun des cas similaires, peu importe le propos et les agissements tenus, peu importe du côté où on se trouve, tu ne peux pas congédier quelqu'un, le suspendre, sans obtenir initialement sa version des faits. C'est un principe de justice naturelle, c'est l'audi alteram partem. Ça, pour moi, c'est pas négociable, peu importe ce qui s'est produit. Ça a été fait, quand même, il faut le dire. Là. Bon, mais là, maintenant, est-ce que l'Assemblée nationale qui débarque, ça, à la limite, je ne sais pas à quel point je suis d'accord avec Frédéric, dans le sens où il y a quand même un message politique qu'on veut envoyer là-dessus. Le voir, cela dit, arriver, le syndicat, puis dire, c'est pas tout à fait ça. Moi, je l'ai lu, l'article d'Isabelle Haché, puis je suis vraiment désolé, là, mais j'ai rien vu de très politique là-dedans. De dire, oui, mais là, nous, je ne sais plus du nom de la dame, là, je ne sais même pas si je l'ai su, mais en tout cas, l'une des infirmières, voyons donc, elle est gentille, elle aime le monde, puis c'est quoi aussi, elle a un ami noir, un coup parti, là, je veux dire, c'est quoi ça, cette affaire-là? Tu peux pas être raciste parce que les gens l'aiment bien, c'est une espèce d'excuse. Non, mais si on ne sait pas ça, Frédéric Bérard, on ne sait pas davantage le contraire. Est-ce qu'on peut vraiment présumer que cette femme est raciste et qu'elle a mal agi? Mais un instant, Nick, j'ai pas dit que la femme est raciste comme telle. La femme peut agir de manière raciste, et c'est ce qui est arrivé dans ce cas-ci. Peut-être qu'elle était pas mal intentionnée, mais les excuses du syndicat disant, voyons donc, le monde l'aime, je vois pas trop ce que ça a à voir. Et là, faut pas tomber dans l'autre, de l'autre versant. C'est-à-dire, le syndicat fait sa job de défendre des employés qui se sont fait sacrer dehors. Bon, libre à lui, mais c'est pas parce qu'il les défend que tout à coup, là, finalement, on n'avait aucune raison de les congédier. Il faut faire attention à ça aussi, là. Parce que j'attire votre attention sur une chose. La directrice du CIUS ou du CIS, enfin, moi, tous ces acronymes, ça me confond un peu. Dans ce coin-là, à Joliette, a dit nous reconnaissons que je paraphrase, mais que notre clientèle, les patients, les utilisateurs ont le droit de se sentir bien reçu. Alors, il y a la question du ressenti ici, Frédéric Lapointe. Est-ce qu'on est est-ce que c'est le wokisme qui a... C'est-à-dire que si moi, je décide que je vous trouve raciste parce que j'ai perçu quelque chose dans ce que vous avez fait, vous l'êtes nécessairement. Pensez-vous qu'on a affaire à ça un peu? Moi, ça me dérange moins le fait qu'on se préoccupe de comment les gens se sentent alors qu'ils reçoivent des soins. C'est quand même
un élément important là, de comment dire, la guérison et tout. Ce qui me dérange un peu plus, c'est les commentaires de la personne responsable de la formation, de la sensibilisation culturelle hier à Radio-Canada, qui disait essentiellement ceci: j'ai donné une formation de 3 heures, elle est parfaite. C'est impossible que ce soit mal compris. C'est impossible que quelqu'un puisse être maladroit non intentionnellement à partir de ce que j'ai dit, puisque ma formation, elle est bien intentionnée, elle a un but honorable. De la part de quelqu'un qui a probablement une formation professionnelle en psychologie, ça me semble un peu étrange. Et c'est vrai que tout ce régime des bonnes intentions, où l'important, d'un côté, c'est les bonnes intentions, mais de l'autre, on peut pas juger des intentions, on juge des effets. Il me semble que intellectuellement, il y a un appauvrissement de la discussion lorsqu'on arrive sur des sujets comme ceux-là. On ne reconnaît pas à l'autre partie ce qu'on s'arroge par ailleurs, à savoir que ce qu'on a fait est forcément bon parce qu'on était bien intentionné, comme la dame qui a donné la formation de 3 heures. Et d'ailleurs, penser que des comportements professionnels vont être rodés, vont être parfaits à partir d'une discussion de 3 heures, c'est faire très peu de cas de l'agir professionnel des infirmiers, des infirmières en question. Ça prend beaucoup plus que ça. C'est illusoire pour dire le moins, oui. Audi alteram partem, disait Bernard Landry, mais Frédéric Bérard aussi, maintenant on l'apprend. Bernard Landry, c'était dans un autre contexte, il faut bien le dire. L'hôpital de Saint-Eustache a émis une dizaine de requêtes là, pour engager des préposés aux bénéficiaires, alors j'ouvre les guillemets, de couleur de peau blanche pour travailler à cet hôpital, mais c'était dans un contexte, alors c'est la presse qui nous rapporte ça sous la plume de Philippe Tessera-Lessard, c'était cependant dans un contexte très particulier, celui d'une unité où il y a un homme en totale perte, si on comprend bien, là, de contact avec la réalité, il fait de la démence, comme l'explique un expert dans cet article, le système de santé québécois compose quotidiennement avec toutes sortes de gens comme ça qui sont totalement désinhibés, qui délirent, bref, et qui peuvent éventuellement même, alors là c'est moi qui ajoute un bout, mais qui peuvent peut-être malmener des préposés, être intraitables, ingérables, rendre les choses extrêmement difficiles, parce que on aurait voulu une personne avec la peau blanche, bon, mais ou peut-être aussi parce qu'on aurait voulu un homme ou une femme ou que sais-je. Alors ces gens-là, Frédéric Lapointe, je reste avec vous, sont pris dans... Ils sont pas en train de faire de la politique, là. Ils sont en train d'essayer de sauver les meubles. Puis si, à un moment donné, il y a comme ça un bénéficiaire qui est intraitable, vous n'êtes pas là et qui n'est pas en capacité de raisonner, vous pouvez pas lui dire « Tant pis pour toi, je t'envoie un préposé qui ne te convient pas. » Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Là, les partis d'opposition à Québec, encore ici, se sont précipités sur la carte de points antiracistes pour faire beaucoup de millage. Mais est-ce que vraiment on avait affaire à du racisme dans cette situation-là? J'ai l'air de poser tout le temps la même question, mais j'assume. Oui, mais l'article était particulier, là, l'article que j'ai lu, qui prenait effectivement comme titre très accrocheur, offre d'emploi. 10 offres d'emploi, hein, en fait. Oui, c'est ça. Alors qu'on réalise que ce sont des requêtes dans le service interne, là, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, mais c'était pas annoncé dans le journal, ça. Non, c'est ça. Mais quand on lit l'article et on lit les explications du personnel, effectivement, c'est beaucoup plus nuancé. Et j'encourageais tout le monde d'ailleurs à lire l'article jusqu'à la fin. Il n'y a pas de doute que si on avait affaire à des clients qui sont normaux, sains d'esprit, pas sous curatelle publique, qu'on considérait ceci tout aussi inacceptable que des gens qui exigent un homme ou une femme pour un cours de conduite. On considère, par exemple, acceptable qu'on puisse exiger un homme ou une femme pour certains soins, comme des bains ou des choses comme ça. Mais dans le cas de la couleur de la peau, il faut vraiment qu'on soit face à une situation exceptionnelle. Et les patients qui sont atteints d'Alzheimer, qui deviennent agressifs, déraisonnables, ben il faut les gérer. Et la situation dans laquelle
on se trouve, ce qu'elle me révèle, c'est que on a peut-être, même à Saint-Eustache, des postes d'emploi où est-ce que certaines personnes se refusent à exercer ces fonctions? Est-ce que les personnes qui sont des minorités visibles sont surreprésentées dans ces fonctions au point tel qu'on ne puisse pas trouver des préposés qui puissent faire face à certains patients? Enfin, ça dit beaucoup de choses sur notre système de santé et je pense que, encore une fois, ça vaut la peine de s'informer sur la situation avant de passer des messages politiques comme ceux de l'Assemblée nationale dans le dossier de Joliette. Ben oui, Frédéric Bérard, est-ce que les gens de l'opposition ont bien fait pas juste l'opposition, Geneviève Guilbeault, jusqu'à un certain point, elle aussi est entrée dans le concours des formules choc là, pour dire que c'est épouvantable, je suis tombé en bas de ma chaise, j'ai perdu les bras m'ont tombé, là, tout tombait partout. Mais est-ce qu'on y allait un peu fort là-dessus ou vous pensez qu'il y a vraiment eu du racisme là-dedans? Vous? Ça fait un bout de temps que j'ai parlé, là, mais je vais juste dire un petit truc avant de faire le pont sur votre question. Vous parliez du ressenti tout à l'heure par rapport à ce qui s'est passé à Joliette. Est-ce que c'est du wokisme et tout? Est-ce qu'on n'exagère pas? Est-ce que c'est à la personne de décider si on l'a traité de manière raciste? Et ici, il faut pas minimiser l'affaire non plus. Là. Justin Ottawa s'est fait traiter de Joyce. Est-ce que ça te dérange si on t'appelle Joyce? T'aimes ça qu'on t'appelle Joyce? T'as pas de problème? Est-ce qu'on t'appelle Joyce? Alors qu'on connaît exactement ce qui s'est passé il y a de ça quelques mois à peine dans ce même... Je veux dire... Alors, c'est la référence. Si jamais c'était fait de bonne foi, c'est épouvantable. Si t'es de bonne foi, t'es quand même un épais. T'agis de cette manière-là, puis t'agis de manière raciste. Je suis désolé, là. Si on prenait un noir, disons, ici au Québec, ça dérange-tu si je t'appelle George Floyd une fois qu'un policier l'arrête puis commence à être aposté? Mais on a tellement peu de contexte, Frédéric Bérard, en même temps. Hein? On a très peu de contexte. On est un peu dans « je vous crois » ici. On croit complètement Mme Ottawa, puis encore, elle ne dit pas grand-chose, elle non plus. C'est pas impossible que ce soit pas tout à fait comme ça que les choses se sont passées. Évidemment que de là l'importance de l'audit alteram partem, on verra en temps et lieu. Mais s'il est vrai qu'on l'a traité de Joyce, pour moi, c'est fini. Merci, bonsoir. Fin des haricots. Prenez votre pick-up, puis bye-bye. Ça, c'est moi. Pour revenir sur votre truc, sur la réaction des politiciens à Québec, moi, je trouve ça toujours assez rigolo de voir des caquistes qui là, tout à coup, on trouve donc ça écœurant, et de voir Benoît... Ah non, mais attendez, oui, mais c'est vrai, mais quand même, Geneviève Guilbeault était la plus nuancée de toutes les réactions qu'on a eues à l'Assemblée nationale. Dans les autres partis, c'était vraiment le concours à la vertu non, mais ce que j'essaie de dire, c'est que des caquistes qui trouvent ça épouvantable, puis abject le racisme, puis une fois, deux fois, trois fois, puis quatre fois, puis cinq fois. Hey, arrêtez de déconner, là. Regardez l'entrevue de Patrick Huard. Je pensais jamais que Patrick Huard aiderait ma cause, là. Mais Patrick Huard qui rince Yann Lafrenière, c'était de trop de beauté sur le racisme systémique. Ces gens-là sont d'une hypocrisie totale, sont incapables de reconnaître l'évidence même, qui est le diagnostic de base. Oui, il y en a du racisme systémique. C'est écrit dans le rapport bien. Ça va être une grosse commission d'enquête. Arrêtez de déconner. Reconnaissez-le. Et par la suite, on trouvera les bonnes solutions. Parce que tu peux pas avoir de solution si tu n'as pas le bon diagnostic. Fait qu'on pourrait commencer avec ça. Puis arrêtez d'essayer de nous faire broyer que vous trouvez donc ça écœurant ce qui s'est produit. Je veux dire, soyez conséquents. Et là, pour le reste, pour les autres politiciens, évidemment qu'il y en a là-dedans qui vont surfer politiquement là-dessus. Puis vous savez quoi? C'est pas une mauvaise affaire parce que des partis d'opposition qui essaient de surfer sur une cause, évidemment, ça fait partie de la grille, mais quand la cause est noble, tant mieux, parce que là, pendant qu'on se parle, le principe de Joyce est devant l'ONU, parce qu'on a amené l'Assemblée nationale, en quelque sorte, devant cette même ONU pour voir si il existe ou non du racisme systémique au Québec. Puis je vous l'annonce tout de suite, là, l'ONU va répondre oui, clair, net et précis. Le Canada et le Québec, en l'occurrence ici, violent les obligations internationales qu'ils ont signées. Et voilà. Et là, on va l'air vraiment intelligent parce qu'on va être à côté de certains bozos au Yémen et compagnie. Mais pendant ce temps-là, Frédéric Bérard, il y a peut-être à l'hôpital de Saint-Eustache et ailleurs d'autres Verouchka, le lieutenant Duval, qui se feront taper sur les doigts, malmener, suspendre et le reste parce qu'on joue à la vertu. Je prendrai leur défense de la même manière que j'ai pris la défense au lieutenant Duval. Parfait. Qui avait le droit d'être entendu, premièrement. Et puis, pour revenir sur l'affaire de Saint-Eustache comme telle, là, c'est drôle, le pauvre petit pit, il y a des problèmes cognitifs, il est raciste, mais c'est pas de sa faute. Mais quand ça sera un musulman qui débarquera dans l'hôpital de Saint-Eustache puis qui voudra pas se faire soigner par une femme, j'espère que vous allez dire la même affaire. On va essayer de la communiquer, on va essayer d'y trouver... alors, vous êtes de mauvaise foi. On parle d'une personne hors
hors contrôle, qui à la limite, qu'il faut attacher après sa chaise. Dans le cas de Saint-Eustache, c'est vraiment pas pour servir, selon ce que j'ai compris des articles que j'ai lus. Les convictions du monsieur. Jusqu'à la fin. Il s'agit vraiment pas de faire plaisir à savoir, mais de gérer. En train de me dire qu'il n'y a pas de gérer l'institution. Un instant. Oui, allez-y, Frédéric Lapointe, je passe à Rondel à Bérard. Dans un contexte où il y a une obligation de soins, puis où il n'est pas question non plus de consentement de la personne concernée. Mais j'admets que ça pose des questions sur une personne, c'est une personne, elle a des droits, c'est un citoyen. Est-ce qu'on doit traiter les gens différemment parce qu'ils souffrent d'une maladie telle qu'ils ne se contrôlent plus? La réponse du système de santé jusqu'à présent, c'est oui, dans plusieurs circonstances. C'est pour ça que de juger de ces situations à partir de notre cadre de référence de la vie normale entre adultes vaccinés, consentants, disposant de nos moyens, c'est peut-être pas la bonne chose à faire. En un mot, Frédéric Bérard, redites-nous que nous sommes racistes et puis ensuite on passe à un autre sujet. Vous pouvez vous auto-accuser vous-même. Et non, contrairement à Lapointe, moi je suis pas vacciné. Mais ce que j'essaie de dire en rapport à ça, c'est que c'est délicat ces choses-là. Je comprends bien, mais voyez-vous, des requêtes, on veut une personne blanche. Je veux dire, qu'est-ce que c'est ça? Êtes-vous en train de me faire croire qu'il n'y a pas du staff blanc à l'hôpital de Saint-Eustache? Peut-être qu'il n'y en avait pas dans ce secteur-là. Imaginez-vous, Frédéric Bérard, là, que vous êtes devant un forcené qui menace de faire tout exploser. Il vous dit, envoie-moi un blanc plutôt qu'un noir. Moi, je vais lui envoyer un blanc. Ben oui, mais non, mais comprenez-vous, c'est pas toujours les choses sont pas toujours ce qu'elles ont l'air d'être quand même. OK, mais sérieusement, là, cet argument-là est ridicule. Donc, le patient a le droit de vous commander n'importe quoi, puis vous allez commander ça sur Amazon, là, envoyez-moi un terroriste, allez aller chercher. Une danseuse? On parle, enfin, moi, je présume toujours de la bonne foi et du fait que les gens sont probablement pas racistes. Vous avez le droit de faire le contraire. Passons au vaccin, puisqu'on en parlait un instant. Je vous coupe le sifflet. Bonsoir, merci. AstraZeneca, êtes-vous là? On dirait que je vous perds. Continuons avec Frédéric Bérard, ça va vous faire du bien. AstraZeneca, est-ce que vous êtes... avez-vous un doute? On en a parlé la semaine dernière. Là, il y a eu de nouvelles informations. Finalement, on finit toujours par se faire dire que s'il y a le début de quelque chose de préoccupant, c'est tellement infime que pour le moment, nous considérons ce vaccin toujours sécuritaire. Pensez-vous qu'on en est là? Pensez-vous qu'il y a un doute qui subsiste sur celui-là? C'est à moi que vous parlez? Oui. Oui, mais c'est vous le capitaine. Moi, je suis les ordres du capitaine. Ah non, mais je vous avais dit, je continue avec vous. Ah, OK. Excusez-moi, j'avais pas entendu. Vous étiez trop occupé à plaider. Je m'étais arrêté à raciste. Oui. Non, mais en fait, c'est très délicat ce qui se passe avec AstraZeneca. Puis déjà que la confiance d'une partie de la population est excessivement fragile, là, disons-le franchement. Et disons que c'est un peu chaotique là, comme arrivé sur le marché. L'Allemagne est quand même une référence intéressante en matière de santé publique, qui a eu des doutes, qui a retiré le vaccin. La France a fait la même chose, si je me trompe pas. Là, tu as l'OMS qui dit non, ça va. Il y a le Royaume-Uni aussi qui l'a administré à 7 millions de doses sans le moindre problème, apparemment. Il faut dire qu'AstraZeneca a créé ce vaccin-là en collaboration avec l'Université Oxford, là, qui est quand même pas une université de Ticoun. Là. Mais reste que apparemment les tests sont assez clairs, c'est moins efficace. Ça, à la limite, c'est peut-être pas la fin du monde si vous êtes dans le 65%. C'est quand même pas mal mieux de l'avoir et que de choper la COVID. Est-ce qu'il y a réellement des effets secondaires graves? Les fameuses thromboses, là. Là, je sais pas. Moi, je suis ça un peu comme vous, j'imagine. Oui, non, je vous pose la question de l'image et de l'impression, là, plus que de l'expert en immunologie, parce que là, on n'en sortirait pas, on connaît pas ça. Mais, exact. Oui. Exact. Mais je comprends certaines personnes d'avoir des doutes. Maintenant, j'étais content que Christian Dubé, que j'aime beaucoup par ailleurs, je trouve que c'est un des... Il est pas ultra charismatique, on s'entend bien, mais c'est vraiment un ministre qui est efficace, qui est solide, et je comprends mieux pourquoi on a remplacé Daniel McCann pour le mettre en charge de la santé, et je pense qu'il fait un très bel job, et d'être allé se faire vacciner avec AstraZeneca
comme ça, je pense que c'était clairement la chose à faire pour envoyer un message fort, parce que franchement, on n'a pas le luxe du temps, puis on n'a pas le luxe du choix du vaccin non plus. Donc, je pense que c'était clairement l'option à privilégier. Avant de passer à Frédéric Lapointe, je tiens à apporter un autre éclairage sur les fameuses statistiques. Il semble que, dans un premier temps, AstraZeneca ait eu des résultats un peu moins élevés parce qu'il avait été testé dans des circonstances plus difficiles. Apparemment, là, je rapporte ce que j'ai lu et entendu, et que finalement, somme toute, il aurait à peu près dans les 75-80% ou un peu plus d'efficacité, ce qui ressemblerait finalement aux autres si on les avait testés eux aussi dans des circonstances plus difficiles. Allez savoir. Mais au point de vue de l'image, Frédéric Lapointe, est-ce qu'on a un problème? Est-ce qu'on a des gens qui vont... Parce qu'il y a des gens dans le réseau de la santé encore qui refusent de se faire vacciner. Ça pose des questions, ça aussi. Oui, ça, c'est très particulier. Donc, ça ne montre pas l'exemple. Mais les gens dans le milieu de la santé, c'est du monde. Hein? Du monde, c'est du monde. Et il y a une variété d'opinions, comme dans le reste de la population. Mais pour venir sur le AstraZeneca, est-ce que j'ai bien lu où il y a des millions de doses américaines qui ont été transférées vers le Canada? Qui nous sont prêtées, oui. 1,5 million de doses. Et qui sont spécifiquement le AstraZeneca. Donc, s'il y a une chose entourant le doute autour de ce vaccin, moi, je me réjouis du fait que peut-être les Américains ont préféré nous les passer plutôt que de devoir s'obstiner avec leur monde. Alors, à quelque chose, malheur est bon. Et sur l'efficacité, pour vrai, là, on va se réveiller dans 1 an, dans 2 ans, comme avec le cas de la grippe, avec des variants de la COVID qui vont être un peu moins prévenus par le vaccin et des gens vont tomber malades et des gens vont aller à l'hôpital. Le variant sud-africain notamment. Là. Et on va leur sauver la vie. Et je pense vraiment qu'il faut qu'on s'habitue au fait qu'on ne fera pas un 100%, ni avec un vaccin. On vaccinera pas 100% de la population et qu'on va devoir vivre avec une certaine dose de risque. En ce moment, on donne un peu dans le fétichisme de la prévention à tout prix. C'est correct pour mobiliser les gens en temps de pandémie, mais on va devoir en revenir. Frédéric Bérard, Frédéric Lapointe, sur ces paroles qui pourraient porter à controverse. À la semaine prochaine. Merci beaucoup. Au plaisir. Dans un instant, nous discutons avec Farouk Karim de politique canadienne.